Après avoir écouté sous sa douche Laurent Gérard, Franz Olivier Gisbert jeta un œil sur les livres de Maurice G. Dantec, Éric Nehoff et Stéphane Denis. Alors Fogg, toujours à l'affût de nouvelles tendances, s'est posé la question suivante. Et si les nouveaux réacs étaient les nouveaux modernes? Sûr qu'une telle question allait mettre dans une joyeuse fureur Philippe Solers, faire froncer les sourcils de Laurent Geoffrin et offrir à Jean-Pierre Mocky la possibilité de quelques remarques explosives. Un débat aussi pimenté se devait d'être rafraîchi par Jean-Marc Barr, invité de la deuxième partie pour son film Being Light. En parlant de lumière, nos chroniqueurs à l'élégance ultime évoqueront le dernier spectacle des Deschamps, ainsi que Tanguy, long métrage satirique d'Étienne Châtillaise sur les trentenaires incapables de s'extraire du carcan familial. Culture et dépendance, plus qu'une émission culturelle, une grande et belle famille. Les nouveaux réacs sont-ils les nouveaux modernes? Pour commencer, j'ai envie de poser cette question à Laurent Gérard, celui qui est en train de devenir le grand comique français, qui sort une compilation des élections matinales, c'est tout les matins sur RTL à 8h35. Ça. Alors qu'est-ce qui balance Qu'est-ce qui balance? Alors on ne sait pas si vous êtes de droite ou de gauche. Vu le courrier que je reçois, il se demande aussi, donc c'est bon signe. J'ai envie de vous demander alors, c'est quoi alors réac? On va encore dire que je suis réac. Les réacs, alors, les réacs, ils sont les nouveaux modernes, vraiment? C'est des gens qui réagissent à quelque chose. Donc forcément, on réagit à des choses qui, moi, c'est au quotidien, à l'actualité, à ce qui se passe à la télévision. Donc effectivement, je réagis. Alors après, on colle des étiquettes. Ça dépend de qui ça vient, je crois. Bon, on va voir. En tout cas, on va essayer de répondre à cette question avec d'abord Philippe Solers. Philippe Solers, vous publiez Mystérieux Mozart aux éditions Plomb. Et je ne saurais recommander aussi la lecture d'Éloge de l'infini chez Gallimard, qui est sorti cette année, qui est une somme avec beaucoup d'articles que vous avez publiés naguère, notamment un qui avait fait beaucoup de bruit sur la France moisie. On retombe dans le débat. Jean-Pierre Mocky, une quarantaine de films. Oui, 44, mais enfin c'est pareil. La Cité de l'Indicible, Peur, Solo, l'Albatros, etc. Vous publiez vos mémoires, M. le Mocky aux éditions de Noël, avec des photos. Mais les photos, c'est plus cher avec les photos. Pas en couleur, pas en couleur. Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, vous publiez aux éditions Arléa Le gouvernement invisible, naissance d'une démocratie sans le peuple. Voilà. Vous voulez remettre le peuple partout parce que la politique aujourd'hui a oublié. Il a l'air d'être là, mais en fait il ne l'est pas. Stéphane Denis, vous êtes journaliste à Madame Figaro et vous publiez... Et même au Figaro tout court. Sisters, et au Figaro, où vous publiez une chronique régulière, d'ailleurs hebdomadaire, et vous publiez Sisters, c'est un roman aux éditions Fayard, et vous avez reçu le prix Interallié. Toujours à Madame Figaro, et au Figaro tout court. Littéraire. Éric Nehoff, vous publiez, Un bien fou, aux éditions Albin Michel, et vous avez reçu le grand prix du roman de l'Académie française, s'il vous plaît. Maurice Dantec, enfin, alors vous êtes l'événement littéraire de cette fin d'année, le Théâtre des Opérations, laboratoire de catastrophe générale. C'est un journal métaphysique et polémique, c'est comme ça que vous dites? Oui. Oui. Et avec une sorte de messianisme apocalyptique? Allons-y. Surtout depuis le 11 septembre, j'ai l'impression d'être d'actualité, donc à ce niveau-là... Mais quand on lit ça, on est complètement stupéfait d'ailleurs de cette espèce d'écriture. Vous êtes halluciné, vous écrivez dans quel état? Sous cannabis, généralement. Ah oui, ça donne ça alors, des visions? Si vous voulez, je ne suis pas le premier non plus. Je prétends pas non plus faire œuvre là d'originalité. Au 19e siècle, ça se pratiquait quand même pas mal. Donc, pourquoi pas continuer? Alors, on va le dire, c'est un livre d'écrivains, c'est un livre de grands écrivains. Vous allez nous faire maintenant régulièrement votre journal à la Léon Blois? Non, moi j'ai pas de projet précis, j'ai commencé ça, c'est toujours difficile à expliquer.
Je pense qu'un écrivain, il est surtout, comment dirais-je, la créature de l'écriture, en fait. Donc, au bout d'un moment, vous êtes amené à écrire des choses, et puis vous les faites, et puis, bon, bah, ça plaît ou ça plaît pas, à votre éditeur ou pas, au public ou pas, aux critiques ou pas. Oui, qu'est-ce que vous balancez? Bon, vous avez publié des romans auparavant, hein, La Sirène Rouge, Babylon Babies, etc. C'est du mal aussi. Et là, vous en prenez à peu près à tout le monde. Par exemple, là on parlait des réacs, c'est une émission sur les réacs. Alors, il y a toute une tirade contre les mariages des homosexuels, contre l'adoption d'enfants par les homosexuels. C'est-à-dire que moi, vivant en Amérique du Nord, on va dire, je suis plus tout à fait français. Il se trouve qu'en Amérique du Nord, les débats, par exemple, par rapport à tout ça, sont beaucoup plus avancés en fait qu'en France. Il y a des groupes homosexuels qui s'opposent à l'adoption des enfants par les homosexuels, parce que, comme ils le font remarquer, ils sont homosexuels, certes, mais ils ont été procréés par des couples hétérosexuels qui s'aimaient d'amour physique. Donc, si vous voulez, tout le débat sur la reproduction, par exemple, génétique, sur le fait que l'homosexualité est-elle un choix ou est-elle innée, tout ça, effectivement, en Californie, par exemple, c'est en train de revenir par l'intermédiaire de groupes homosexuels critiques sur le terrain du débat. Moi, j'ai jamais été opposé, par exemple, à des contrats d'union civique. Bon, moi, effectivement, je prends position par rapport à ça, c'est clair, ouais. Je pense que le mariage, il suffit de relire Foucault, même je pense que Foucault, on lui aurait dit, oui, les homosexuels ont le droit de fonder une famille. Je ne l'ai pas connu personnellement. Je pense qu'il aurait peut-être émis un sourire un peu gêné, quoi, vous voyez. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, Oui, c'est amusant d'ailleurs, parce que vous êtes en fait vous prononcez violemment contre le mariage et l'adoption des enfants par les homosexuels au nom de Michel Foucault. Mais parce que je crois que lui-même aurait certainement mis ça... Pas de Jean-Pierre, il a dit de Michel. Non mais peut-être que les homosexuels aux États-Unis qui sont contre la procréation homosexuelle, c'est parce que comme ils sont de parents hétérosexuels, ils ont peur d'avoir des enfants hétérosexuels, c'est ça? Non, je crois... ah, c'est bien vu. Mais non, je crois que c'est simplement qu'il y a une réflexion qui se fait, c'est-à-dire... est-ce que vraiment un prêtre catholique, qu'est-ce que c'est le canon catholique, quoi? Est-ce qu'on peut revenir à ça? Est-ce qu'on peut réfléchir par rapport à ça? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Mais c'est par rapport à la religion, alors? Bien sûr, parce que moi je suis absolument pas contre un mariage républicain civil, dont personnellement j'ai strictement rien à faire. Donc, par contre, effectivement, il y a des problématiques quand même qui sont posées par rapport à l'Église, à son canon. Bon, alors, évidemment, on passe obligatoirement pour un grand méchant fasciste, mais bon, ça, j'ai pris l'habitude maintenant, on va dire. Ce qui serait dommage, c'est quand même de réduire ce livre énorme. Oui, non, mais bon, les réductions... Philippe, la seule question en question... On commençait. Oui, oui. Je commençais. Non, mais je commençais l'entretien. Je pense qu'il faut d'abord sous-peser le nombre d'informations que Dantec a dans ce livre, qui est très rare chez un écrivain de langue française. Il a une documentation considérable, y compris sur tout ce qui se passe en Afghanistan et autour. Donc, en effet, depuis le 11 septembre, on a l'impression qu'il... C'est dommage d'ailleurs que ça s'arrête avant, mais vous allez continuer. Donc, il est dans ce monde d'Amérique du Nord avec, en effet, une documentation très précise, une sorte de visionnarité un peu hallucinée. Il est tout en train de vibrer sur toutes les questions à la fois. Donc, c'est pour ça que c'est un livre fort, à mon avis. Quand j'ai appris l'intitulé, effectivement, de votre émission, j'ai réfléchi 2 minutes. Vu que je suis arrivé il y a 2 jours, je suis allé faire un tour sur les bouquinistes des Quais de la Seine. Je suis tombé sur un très vieux bouquin de Léon Daudet, enfin une biographie de Léon Daudet, qui s'appelait Le Libre réactionnaire. Et c'était assez étonnant de voir... oui, parce que, si vous voulez, on est toujours réactionnaire par rapport à un pouvoir qui est en place, en fait. Donc, en fait, quel est mon problème? Moi, j'essaye de continuer un travail critique au moment où le pouvoir est de gauche. Donc, conclusion, évidemment, je suis de droite. C'est d'une logique imparable, n'est-ce pas? Donc, voilà, quoi. Voilà où j'en suis rendu. Donc, bon, j'essaye effectivement de montrer que c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, c'est sûr. Donc, quand on lit le livre, on n'est pas bien sûr. Vous êtes une sorte de Laurent Gérard de la littérature, c'est ça? Quel honneur, quel honneur. C'est réciproque. Non, mais là, dans le sens, c'est vrai qu'on a toujours besoin de réagir par rapport à des choses. Parce que c'est vrai qu'on réagit, même vous réagissez par rapport à ça. Moi, je le fais. Je sais que, par exemple, sur les mariages homosexuels, je dis un truc dans le spectacle, je dis, en faisant Chirac, je dis, un gamin élevé par 2 hommes, il ne saura pas qui est sa tante. Bon.
c'est vrai que quand on le dit comme ça, on va dire, ah, bah, ça y est, il est réac, il est homophobe. Mais c'est dans un contexte satirique. Il y a autre chose aussi, vous dites, vous réagissez contre le pouvoir idéologique dominant, Oui. alors, vous réagissez avec des tirades extrêmement violentes. Oui. Alors on lit ça, on lit plus ça d'ailleurs, je pense d'ailleurs que ça a dû faire blêmir Laurent Geoffrin, je pense qu'il a passé un très très mauvais week-end s'il a lu votre livre. Ah, mince. C'est votre apologie du capitalisme libéral. Mais en plus, j'explique précisément vous pourquoi j'en adorez fais ça, le non, capitalisme En plus, libéral. j'explique précisément pourquoi j'en fais pas l'apologie, si vous voulez. Oui, mais, enfin, non, vous en faites l'apologie quand même. Vous Non, le pas défendez du tout. violemment. Vous défendez le marché avec, avec une grande virulence. Non, comme j'essaie d'expliquer, je pense qu'on peut défendre une civilisation qu'en la critiquant. Donc, si vous voulez faire la critique du capitalisme, pour moi, ça consiste pas à envoyer des avions dans des tours. Donc, voilà, quoi. On peut faire la critique, si vous voulez, d'un système marchand, tout en essayant de voir ce que ce système marchand a pu apporter, par exemple, au processus de dominisation. C'est pas interdit que je sache. Oui, mais alors, par exemple, vous moquez d'Ignacio Ramonet, le patron du Monde diplomatique, Je vais arrêter, qui écrivait Le monde diplodocus. oui, et Oui, qui, il y en a plein d'autres. ou Ramonette, hein, vous l'appelez aussi, Ouais. et qui annonçait, qui prédisait une crise du capitalisme. Oui. Attendez, on y est. Ah bon? Mais Non. le capitalisme, Non. le problème, si vous voulez, les gens, comment je dirais, les prophètes qui nous prédisent des crises du capitalisme, ils devraient quand même lire Marx, déjà pour commencer, et puis se rendre compte que le capitalisme est précisément basé sur la crise. Donc, Donc, c'est-à-dire qu'il gère et il digère les crises. bah, évidemment, par définition. Donc, si vous voulez dire que le capitalisme est constamment, effectivement, sous le risque continuel d'une crise, j'allais dire, oui, bon, je lis la palissade, quoi. Et puis alors, vous continuez aussi dans le genre prophétisme antipopuliste. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la preuve que le peuple, la multitude, ne peut rien faire de la liberté, sinon de la corrompre instantanément et en faire une constellation de micro-servitudes plus abjecte que tout ce qu'une souveraineté décadente pourrait nous imposer. Ce que le bon peuple fait de la liberté sexuelle, c'est le viol en réunion, l'inceste et la pédophilie organisée. Ce que le bon peuple fait de l'art, c'est la chansonnette en tube et des installations multimédia. Ce que le bon peuple fait du progrès technoscientifique, c'est la stupidité en réseau, la vulgarité interactive. Ce que le bon peuple fait des traditions, ce sont des musées pour touristes. Et ça y va, et ça y va, et ça continue, je pourrais continuer. Bah, c'est ce que je pense. Écoutez, d'abord, il y a un problème peut-être au niveau du mot démocratie. Quand on fait une recherche un peu étymologique et historique, on se rend compte que le mot démos ne veut pas dire peuple. Le mot démos, ça correspond à un partage terrien des propriétaires terriens donc de la vieille cité d'Athènes qui sont en dème, comme on dit, partagés la cité. Donc, si vous voulez, déjà à l'époque de la République athénienne, le peuple, c'était, si vous voulez, la portion congrue, on va dire. Donc, effectivement, dans le terme démocratie, il y a peut-être des choses à revoir. Est-ce que la démocratie, c'est vraiment ce qu'on en a fait, ou est-ce que c'est pas ce que les Athéniens avaient en rêve? Personnellement, je pense que ça s'est un peu transformé en cauchemar climatisé depuis. Ce que j'entends là est quand même assez banal d'une part, et on entend ça évidemment depuis qu'on a inventé cette idée de donner plus de pouvoir au peuple. Il y a toujours des gens pour se désoler de l'affaire, pour dire que c'est une catastrophe, que ça va nous emmener à la vulgarité générale, à l'abaissement du niveau culturel, et tout y compris, on entend ça depuis, je crois, au moins 1789, Au moins, et bien avant. Et bien, à chaque fois, les gens qui disaient ça se sont retrouvés du mauvais côté, Guillotinés, généralement. du mauvais côté de la barricade, et ce sont des gens qui ont justifié les pires répressions populaires. C'est des gens qui disaient, oui, Comme Barras, par exemple sous la Commune, par exemple. Ah. Oui, par exemple, Maxime Ducamp disait la même chose. Oui, tout à fait. Et donc, on a fusillé, je ne sais plus combien de milliers de communards au nom de ces idées-là, quoi. On a fait toutes les réactions sanglantes ont été menées au nom de ces idées-là. Donc, je ne dis pas que ces idées-là y conduisent forcément, mais il y a une coïncidence, si vous voulez. Et donc, c'est d'une grande... c'est très faible, quoi. C'est un peu court, c'est un peu léger. C'est un peu léger, mais alors, d'accord. Dit comme ça. Ah, c'est pas Il faudrait léger parce que c'est qu'il très lourd. Ouais, Hein. ça pèse sur Comme le- disait Céline, hein, si ça tombe. faudrait qu'il précise ce qu'il veut dire, quoi, parce que- Si ça vous tombe des mains, ça fait mal aux pieds. Si ça, c'est pour parce dire que 600 pages. Quand on démocratise la culture, ça veut dire qu'on l'abaisse. Bon, bah là, il faut, Non, mais c'est un problème il faut sur la arrêter notion. d'enseigner l'école à tout le monde, il faut réserver ça à une, L'école, à une quelle minorité, école, à une Laurent élite. Mais quelle je sais pas quoi. école? Quelle école? La question est posée, si vous voulez. Moi, Oui. je pose les questions. Non, mais Quelle que l'école école? actuelle soit réformable, et elle doit. Mais bien sûr. réformée depuis quand? Elle est réformée tous les ans, cette école. L'éducation nationale française est réformée depuis 68, quasiment Non, tous mais si les j'ai ans. bien compris votre Et raisonnement, on c'est que plus il y a de défait gens ce qu'on dans a cette fait école, avant pour Oui, mais redéfaire ce qu'on plus il y a a de gens dans cette refait. école, plus ça va mal. Plus il y a de gens. Écoutez, moi j'ai qui vécu font le des lycée. études, plus ça va mal. Laurent, je vais être très clair. J'ai vécu le lycée des années 70, c'était déjà une belle ruine.
ok? Je connais mes Mais vous neveux. étiez en banlieue. Oui, en plus. À Ivry. Oui, absolument. Donc bon, on va passer si vous voulez. Mais quand je constate, quand je discute avec mes neveux ou des jeunes garçons ou filles de 15-16 ans, je me rends compte que la belle ruine n'est plus que... Excusez-moi, c'est même plus une belle ruine. Il n'y a plus rien. Écoutez, quand vous posez une question à un adolescent de 16 ans qui est incapable de vous situer Rome sur une carte et de vous dire que Rome est né il y a 1200 ans et qui s'est écroulé en 476, qui ne savent même plus que la Grèce, précisément, a inventé la démocratie, qu'ils ne savent... Enfin, merde, quoi. Au bout d'un moment, on peut quand même pousser des gueulantes. Il y avait 1% des gens qui allaient jusqu'au bout de leurs excuses. M'énerver un petit peu. Aujourd'hui, il y en a plus. Non, mais si vous voulez, c'est fait pour, parlez hein. des réactions sanglantes. peu bête, Mais moi, ça. je peux vous parler de tous les progrès sanglants du XXe siècle. Ok. Donc c'est pas parce qu'il y a eu quelques milliers de communards qui auparavant avaient violé et fusillé eux aussi de leur part. Ben oui, écoutez. Donc voilà, on en est là. J'ai pas de sympathie particulière pour les Versaillais, faut pas déconner non plus, ok? Je dis pas ça, mais je dis que c'est le même discours. Mais simplement, je crois que je peux quand même, en 2001, au bout d'un siècle, qui sera plus ou moins soldé par 200 millions de morts, je vous le fais comme ça, un peu à la louche. À votre avis, ils sont imputables à la démocratie, c'est ça que vous voulez dire? Ben, ils sont imputables à un certain nombre d'idées, excusez-moi, qui effectivement, pour moi, remontent à 1792, on va La dire. religion aussi, c'est pas mal. Si vous voulez, la religion du peuple, c'est effectivement ce à quoi on est arrivé. Donc, je le mets un peu en question. Alors, la crise de l'éducation, qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent J'ai Gérard? pas vraiment de bons souvenirs de l'école. Je trouve que c'est toujours un peu dangereux de confier l'éducation des enfants à des gens qui lisent Télérama. Donc, effectivement. Oh yeah. Effectivement, oui. J'ai jamais eu une grande... Si, j'ai eu des bons profs. C'est vrai que je sais situer Rome. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Moi, je trouve qu'il y a eu plus un problème avec l'apparition des radios libres. Je pense que les radios libres ont fait beaucoup pour baisser le niveau. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas en mettre tout sur l'école, mais en dehors, on n'avait pas grand-chose à entendre. C'est-à-dire que nous encore, on entendait des radios où il y avait des animateurs. Je vais être passéiste, mais là, ce que j'entends, parce que je suis en tournée, puis je zappe souvent, au niveau de la chanson, c'est pour ça que je rejoins ce qu'il disait, au niveau de la chanson, au niveau des émissions, c'est vrai qu'on a l'impression de niveler par le bas. Alors il faut faire maintenant la démarche d'aller vers... Avant, il y avait Bien Poupoule, c'était beaucoup mieux. Bien Poupoule, c'est plus joyeux que Nique ta mère. Qu'est-ce qu'il en pense, Jacques Lang? Non, lui, il s'occupe plutôt des technoparades, de réunir des crétins. Ça, c'est des belles réunions de crétins, on aime ça. Pour pouvoir couper la circulation et réunir les crétins avec des plumes dans le cul, ça, on aime. Je vois que ça coupe complètement le sifflet à Laurent Geoffrin, à ce que vous venez de dire, Laurent Gérard. C'est un débat qu'on connaît par cœur, que les gens, qu'à chaque fois qu'il y a un progrès, il y a toujours des gens qui disent que ça va pas. Mais non, quand vous dites que par exemple je fais pas une critique du progrès du tout. Tous les progrès ne sont pas bons, et bien sûr, il y a des choses. Mais c'est pas que tous les progrès sont pas bons. Est-ce qu'on peut réfléchir à la notion de progrès? Est-ce qu'on peut réfléchir à mon Dieu, est-ce qu'on peut quand même observer notre société en disant oui, effectivement, je suis désolé, la liberté sexuelle, pour moi, ça a été une grande découverte de William Reich. C'était très bien pour quelques happy few, si vous voulez. Qui avait une certaine culture, qui savait peut-être quoi en faire. Maintenant, effectivement, quand la liberté sexuelle, ça consiste à violer des gonzesses dans les cours des cités à 14, je considère que là, il y a une ligne qui a été franchie, et j'ai le droit de le dire. C'est lié non à la liberté sexuelle, peut-être lié à d'autres choses. Oui. Ouais, on va dire que c'est une perversion peut-être de la liberté. Bon, parce qu'avant, il n'y avait pas de viol. Disons que j'ai des... Avant qu'il y ait les libertés Vous sexuelles, connaissez un peu les statistiques tout, en France sur le... Oui, la délinquance augmente en permanence. Sans blague. Oui. On se demande pourquoi. Oui, alors donc qu'est-ce que vous proposez donc de réduire de manière dramatique la liberté sexuelle, d'augmenter les pouvoirs de la police, de mettre les gens dans les tribunaux? Ce que je propose, c'est une véritable éducation sexuelle. Ce que je propose, c'est de revenir à un véritable ars erotica. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de distribuer des pilules anti-abortives à des mômes qui se sont fait violer la veille dans une cour de cité, je pense qu'il serait bien plus intelligent, ou en tout cas bien plus humain ou humaniste, si vous préférez, effectivement proposer une véritable éducation par rapport à ce qu'est la sexualité à des jeunes adolescents qui sont confrontés aujourd'hui à cette soi-disant libération sexuelle.
Voilà ce que je pense. Il m'avait semblé que Alors, le professeur j'ai envie qui maintenant l'a de dispensé demander essayait de le faire. mais j'ai bon. envie de demander à Pas Philippe sûr que les Solers. professeurs soient le mieux placés pour le faire, excusez-moi. J'ai envie de demander à Philippe Solers ce qu'il pense du discours de Maurice Dantec. Parce qu'il y a un souffle incroyable. Hein. Quand on lit Laboratoire de catastrophe générale, on est, pardonnez-moi l'expression, sur le cul, tellement cette explosion, cette espèce de lave comme ça, de sève qui coule. Mais comment ça va finir ? Vous n'avez pas peur pour lui ? Mais j'espère que ça ne va pas finir. C'est un écrivain entièrement libre qui dit ce qu'il Non, mais il se met tellement en danger. Mais enfin, je ne vois pas pourquoi on le réduirait à telle ou telle opinion. Si on discute du peuple, là, c'est très facile de répondre à Laurent. Bien sûr, la commune tout de suite, bon, voilà, qui va. Mais enfin, au nom du peuple, c'est comme liberté que de crime on commet en tournant. Au nom du peuple, qu'est-ce qu'on n'a pas vu au XXe siècle ? Enfin, Mussolini, Hitler, Staline, etc. Le peuple. Bon, l'autre jour, j'avais un débat avec Jean-Pierre Chevènement. Alors, c'était à sa portée sur la France. Moi, je dis alors maintenant, si on fait des réserves sur la France, sur la France Moisie, République, donc grand article de Philippe Solers dans Le Monde, republié dans l'éloge de l'infini. Alors c'est très simple. Chez Gallimard. En deux mots. Voilà. Donc ça consiste à poser quelques questions précises sur l'histoire de France, la République, en remontant pas au déluge en 92 ou en 93, il faudrait me dire, mais en se tenant simplement, modestement, là, au XXe siècle. Alors 1940-1944, hein, 4 années à rayer de notre histoire, est-ce la République ou pas ? Vichy était-il la République ou pas ? Alors le président Mitterrand, n'est-ce pas, hein, comme tout le monde, non, Vichy, ce n'est pas la République. Bon, et bien, Chevènement me dit ça, je ferme les yeux et j'entends Mitterrand. C'est drôle, c'était la même. Eh bien, hein, sachez que Vichy n'est pas la République. Bon, ensuite, on pose des questions sur la guerre d'Algérie, par exemple. C'est ma génération, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Alors, est-ce que vraiment c'était une guerre ou est-ce qu'il a fallu attendre très longtemps avant qu'on dise que c'était une guerre ? Est-ce que le général Ossarès s'est amusé un petit peu comme ça ? Oui, il passe en jugement. Voilà, on pose des questions sur. Alors, j'entends Jean-Pierre Chevènement me dire, mais non, finalement, le colonialisme français, enfin la France a fait de grandes réalisations en Algérie. Ah bon, voilà. Puis après c'était 68, alors 68 c'est fini, tournons la page, on n'en vit pas. Et puis il me dit, et ça c'était très intéressant, mais savez-vous, pour le premier placard, 40-40, que la France a été le premier pays à déclarer la guerre à Hitler. Et j'avais vaguement dans ma mémoire, en effet, que c'était pas la France mais l'Angleterre, mais j'avais oublié les horaires, savez-vous. C'est le 3 septembre 1939 que l'Angleterre a déclaré la guerre à Hitler, à 11h du matin, en fonction d'un ultimatum, etc. La France, elle, l'a déclaré à 17h. Ça paraît ridicule, mais c'est très important. Donc il me regarde et il me dit, je vous vois venir, vous n'aimez pas le peuple. Et pourquoi ? J'avais posé des questions qui me semblaient au contraire extrêmement intéressantes à poser pour l'histoire de France. Alors il faut parler, vous vivez au Canada. Il a une vision, moi ce qui m'intéresse dans le texte c'est ça, il a une vision planétaire, entre guillemets, il voit tout, il a beaucoup d'informations. Mais si, il y a beaucoup de choses, il lit beaucoup. Oui, il adore la musique, hein. Il y a beaucoup de musique. Alors il y a de la musique, il lit beaucoup. Musique moderne, hein. Voilà, on peut Ah non, il n'est pas si vieux que ça. Il a un choix de citations très intéressant, donc ça aussi on peut voir si un auteur, un écrivain a des citations pertinentes, enfin, qui apportent quelque chose comme lumière. Donc c'est un type en mouvement, une sorte de cataracte, de fleuve, et il charrie, et puis voilà, et c'est très bien, c'est ça que doit faire un écrivain. Alors on peut en effet lui dire, mais dites-moi là, est-ce que ça va pas, ou alors là c'est... Bon, mais à mon avis c'est pas grave. Être réac, c'est écrire d'une façon qui ne correspond pas au vaste sujet, au pluriel de notre époque. Vous l'avez dit, Philippe Solers, pour vous il est réac. Non, il n'est pas réac parce qu'être réac, ça serait écrire des choses simplistes sur des situations très compliquées. Donc comme il écrit des choses, des réacs intelligents, il est réac. Ah mais c'est peut-être que le style. Rien à voir. Alors à ce moment-là, il faut faire le procès du style et dire que quand quelqu'un a du style, il est forcément réac. Ah voilà. C'est ce que Flaubert. C'est ce que Flaubert, puisqu'on revient à la commune, etc. Oui, je crois, disait Flaubert, à la haine inconsciente du style. Ben, ça vaut pour n'importe qui. Ça vaut pour le peuple, ça vaut pour les petits bourgeois, ça vaut pour les bourgeois, ça vaut pour tout le monde. C'est le style qui est intéressant. Le style, parce que Céline était-il réac ? Oui, oh là là, le monstre. Mais enfin, le style. Eh ben, Dantec, il a du style, hein. Et comme c'est un écrivain, il choisit les thèmes qui fouettent son style, visiblement. C'est le capitalisme, toutes ces histoires-là. Visiblement, c'est comme les gros seins pour Fellini. C'est des choses qui vous motivent, qui vous stimulent. Voilà, excellente comparaison. J'ai à peu près le même goût que Fellini en plus. Et vous aimez l'Amérique, hein. D'ailleurs, vous deux, Stéphane Denis et Éric Neuf, il y a une culture américaine. Et je suis sûr que vous vous sentez représenté par quelqu'un qui vous dit finalement... Moi, le seul livre que j'ai commencé, c'est Sisters, que je trouve vraiment étonnant.
Excusez-moi pour les autres, j'ai pas eu le temps, vu que je viens d'arriver. Ouais, j'ai lu juste 50 Faut pages. commencer par le moins bon, vous avez raison. Donc voilà quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce truc d'abord, revenons aussi à l'étymologie du mot moderne par exemple. Le mot moderne, c'est pas obligatoirement ce qu'on pense. Le mot moderne, ça vient du latin modus, qui signifie justice. Donc, si vous voulez, on est moderne, à mon avis, quand on est juste. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas moderne uniquement parce que... Bon, moi, il se trouve que j'écoute du rock ou de la musique électronique. Bon, Non, vous êtes très américanisé, c'est pour ça que je faisais l'allusion aux deux, là. Moi, je suis fier de Stéphane Denis et Eric Nehoff, là, c'est une culture finalement américaine. Vos auteurs préférés sont des auteurs américains. Hein, et vous aussi, Stéphane Denis, hein, vous êtes... Pas tous, mais Oui, en grande partie. pour une bonne Ouais. part. Je pense que c'est la même chose pour Eric. Mais nous pensons, enfin je sais pas, moi je parle pour moi, je sais pas ce que dirait Eric, parce que en La plus de ça, même je crois chose. pas qu'il y a beaucoup d'idéologie il y en a même pas du tout dans nos livres, parce Non, il n'y en a nous pas. écrivons des romans, donc Vous racontez des histoires dans on les deux raconte cas. des histoires. Mais pas d'idéologie on écrit, Vous racontez l'histoire des sœurs Bouvier, oui, hein, c'est c'est-à-dire l'histoire de deux Jackie et de petites sa filles sœur qui Lee. se trouvaient Jackie voilà. et sa sœur Lee, voilà. Et qui sont partis à la course au mec Oui, dans toute l'Amérique. petite, toute petite, Ouais, parce alors il y a la qu'elles liste, étaient c'est formidable, ça se termine par le pape d'ailleurs, enfin, Oui. ils essayent, et puis merde, j'en suis finalement pas on met le doigt sur Sur le plus riche, Bah oui. celui qui a un très très gros bateau, Aristote. voilà. Et c'est l'histoire de deux filles qui sont... C'est un livre à clé avec des très se très grosses courent clés après l'une l'autre. qu'on peut comprendre. Il n'y a pas de clé dans la littérature, c'est idiot, ça n'a pas de sens. On a fait ce procès-là à tout le monde, on l'a fait à La Princesse de Clèves, qui est le premier roman français. Déjà, on a dit, ah mais ça se passe pas du tout sous Henri II, ça se passe sous Louis XIII, nanani, nanana, le duc d'Aiguillon, c'est ça et tout. Ça n'a pas de sens. C'est idiot. On prend une situation, on prend des personnages, et puis on en fait ce qu'on en veut, absolument. C'est les clés, je trouve que quand on dit il y a des clés dans la littérature, c'est des gens qui ont l'habitude de tout cataloguer, tout mettre sur des étagères avec des étiquettes dont parlait Laurent Gérard tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous écrivez comme ça, vous êtes comme ça, si vous vous intéressez à tel thème, vous êtes comme ça. Par exemple, la littérature américaine, après le 11 septembre, après les histoires des attentats, tous ceux qui ont expliqué que ce qu'ils aimaient bien dans l'Amérique, c'était Salinger ou c'était Fitzgerald, etc., étaient des gens suspects. On était des abominables stipendiés de la CIA, uniquement parce qu'on considérait que les États-Unis, pour nous, le meilleur de l'Amérique, c'était par exemple Salinger. Et que si on aimait New York, eh bien, on était forcément absolument ahuri par ce qui s'était passé. Non, ça s'est retourné contre ceux qui ont écrit ça, contre nous, contre les romans que nous avons écrits ou les personnages que nous avons inventés. Et on nous expliquait que pas du tout, on était bel et bien dans ce qu'il ne fallait pas dire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et on Qu'est-ce mélange qui vous toujours a tout. fasciné dans l'histoire de Jackie et de Lee? C'est l'histoire de deux aventurières, deux C'est- ambitieuses Non, qui vont à la c'est- conquête. Il y en a une qui se paye le président, l'un C'est des- des histoires de petites l'homme filles. le plus riche du monde. C'est des histoires de petites filles. C'est deux sœurs. Je me suis toujours demandé ce qui pouvait exister comme relation, comme sentiment entre deux sœurs qui ont 4 ans de différence, qui vivent dans une famille qui est une famille qui est censée être très riche, mais qui en fait s'est ruinée, et qui vit avec un sentiment d'insécurité, et où la seconde aura toujours l'impression que l'aînée va tout lui voler. Son style, sa façon de s'habiller, ses aventures, l'homme qu'elle voudra épouser, et jusqu'à l'amour de son père. C'est ça qui m'intéressait. Ouais. C'est mon histoire de ces deux filles célèbres. Mais je pense qu'elle est... Enfin, j'espère qu'elle est juste. Et c'est très cul, hein, ça peut plaire d'ailleurs à Philippe Solers. oui. Bon, on parle d'ailleurs du vivandier d'Aristote Onassis qui ressemble à un M sans la feuille de menthe. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, elle le voit tout nu et sa sœur lui dit au téléphone, mais comment c'était? Et elle dit, bah, c'est tout petit et j'ai cru que c'était un homme et j'ai cherché partout la feuille de menthe. Alors vous aussi, c'est un livre à clé, hein, à grosse clé, hein, parce que vous ne cachez pas Oui, non plus, vaguement, puisque c'est Salinger. Mais en c'est fait, pas des le clés héros. puisque les noms y sont. Les noms, ils sont. En oui, gros, vraiment. non, parce que c'est surtout une Bon, histoire c'est l'histoire d'amour, d'un mais- type qui se fait piquer sa femme, Ouais, mais la ça, femme de sa vie Maud, par un grand écrivain américain Voilà, qui mais est en fait J.D. Salinger. Parce qu'un type qui se fait piquer sa petite amie, c'est pas passionnant. Un écrivain tout court, c'est pas génial non plus. Donc, je me suis dit, pour que ça soit un peu plus intéressant, autant s'inspirer de Salinger, qui est un écrivain culte que personne n'a vu depuis 30 ans, qui est le plus connu et le plus mystérieux de la planète. Voilà tout. Et ça, comme on ne sait rien de lui, ça permettait d'inventer n'importe quoi. Et ça permettait aussi de parler de la détestation, de la haine, hein, puisque c'est Ouais, mais c'est sur un la hommage haine, aussi. un peu mauriacien sur les bords. Ouais. Hein. Ah bon? Ah oui, il y a beaucoup de haine. Hein. Bah, c'est vous le plutôt pour détestez Philippe Mauriac. Mais... Vous le détestez Salinger? Ouais. Ah non, pas du tout. Moi, je l'admire beaucoup, mais je me suis mis dans la tête d'un écrivain très très connu, comme ça, reclus, sur qui on n'a aucun renseignement.
Et je me suis dit qu'à la place de ce Oui, qui type-là, je vit me tout comporterais seul, comme ça, ouais. qui vit tout seul, enfin, ayant été trahi d'ailleurs par pas mal de monde, Ouais. et qui semble-t-il a des tas de manuscrits qui dorment dans un coffre. C'est dommage pour tous ceux qui ont aimé Ouais, enfin, on L'Attrape-Cœur ne sait et pas s'il y a les des autres. manuscrits ou s'il fait Ouais. croire qu'il y a des manuscrits. On On ne sait rien. pas s'il écrit ou pas. Mais je lui ai attribué tous les défauts que peuvent avoir les écrivains parce que je ne pense pas que les écrivains soient forcément des êtres parfaits, et exquis et irréprochables. C'était ça l'idée. Ce qui dit très juste, il a pris un personnage dont on ne sait absolument rien. Donc, mais qui est un mythe, une figure légendaire de la littérature. Donc il peut inventer absolument tout ce qu'il veut. Moi, je prends des personnages dont on croit tout savoir. Et donc, moi, j'invente absolument tout ce que je veux. C'est pareil. Alors, on ment, tous deux, là, avec vous du vous êtes faux. sentis un peu interpellés par ce qui s'est passé à New York le 11 septembre? Non, pas spécialement, mais moi je suis sûr d'une chose, c'est que pour comprendre ce qui s'est passé à New York ce jour-là, c'est seulement un romancier qui réussira à le Oui, faire. tout à fait. Ça, c'est pas les journalistes, c'est pas les hommes politiques, mais c'est un romancier qui aura beaucoup de génie, qui un jour arrivera à faire quelque chose sur ce qui s'est passé le 11 septembre. Ah, ça pourrait être Dantec alors, non? Pourquoi pas? On ne dira rien, mais je suis en fait effectivement en train d'écrire un roman sur le terrorisme. Ouais, c'est un sujet pour vous, ça. Hein? Il y a des pages d'ailleurs un peu prophétiques sur les hitléro-musulmans, là, parce qu'il y va, Dantec, sur les hitléro-musulmans qui sont en train de. Talibans, plutôt, si vous ouais, voulez. les talibans, mais il y a. Ah, le si vous nom. voulez, ça aussi c'est un problème. Par exemple, bon, Houellebecq l'a rencontré. Aujourd'hui, il se prend le recteur de la mosquée de Paris sur le dos, mais tenez, je vous ai amené un petit exemplaire de quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui vient de mon pays, qui est un espèce de torchon anarchoïde, dans lequel vous avez une caméra, voyez-vous, il est écrit en toutes lettres « La destruction des États-Unis est indispensable au salut de l'humanité ». Alors c'est très intéressant, vous pouvez appeler à la destruction totale d'une nation qui s'appelle les États-Unis. Remplaçons les mots, si vous voulez bien. Faisons juste une petite opération. Remplaçons États-Unis Je sais pas. par... Ça s'appelle Le Trouble, c'est un espèce de torchon Cette anarchiste. décision n'est qui pas très circule importante. là-bas. C'est publié où? C'est publié chez moi au Canada, malheureusement. Donc, si vous voulez, remplaçons États-Unis par tous les mots que vous voulez bien, on y va. Alors, islam, France, Québec, monde arabe. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, moi, j'amène un torchon de 4 pages dans une librairie où il est écrit ça, je me fais prendre un procès. Par contre, si je dis que la destruction des États-Unis est indispensable au Il salut de fallait dire l'humanité... Israël. Ah oui, j'ai pas Car ça, c'est le fond. Alors là, bon, on n'en parle même plus. si Mais vous voulez. non, c'est ça le Non, fond de la mais- question. Bah, Il y a toujours évidemment, des parce gens qu'en qui fait, écrivent ce qui des se trucs cache comme derrière, ça. c'est ça. Ça n'a pas de sens. Oui, l'accuse c'est-à-dire d'infanterie. quand on dit qu'on veut détruire les États-Unis, on veut détruire Israël. C'est ça? Bah, que vous voulez c'est-à-dire que, si vous voulez, tout le monde sait que New York est, j'allais dire, la capitale israélite du monde. Donc je pense que quand Oussama Ben Laden a tapé sur New York, il y avait plusieurs symboles superposés. Donc effectivement, bon, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on peut évidemment chier de toute sa haine précisément sur la nation américaine, sur son peuple, sur sa civilisation, sur ce qu'elle a fait de mal, sur ce qu'elle a fait de bien, etc. Par contre, si on regarde un peu objectivement les réalisations objectives du monde arabe en l'espace de 50 ans, là on n'a plus le droit d'émettre de critiques. Pourquoi ? C'est pas, ce qu'il dit n'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai ? Est-ce que je peux me permettre? On a l'impression qu'on vit dans un monde où il y a 80% des gens, 80% des journaux, des livres, des écrivains, etc., sont acharnés à la perte des États-Unis. Mais c'est pas du tout ça comme ça. Ça C'est se passe pas comme ça. 80%. Mais ça C'est se une passe erreur, pas du- Laurent. Ce qui compte, c'est les minorités actives. Les anti-américains, c'est une toute Oui, petite minorité. absolument. Donc il ne faut pas les présenter comme étant ceux qui donnent le là. Mais si, pas parce du que tout c'est la- précisément les Non, minorités c'est parce que- actives qui donnent c'est parce toujours qu'on le veut- là dans une C'est parce qu'on société. veut donner le. Eh ben, elles ont le droit d'exister. Si c'est les minorités, Ils ont quand le ça droit reste des minorités, d'exister, c'est pas pas de grave. problème. Moi aussi, j'ai le droit Donc d'exister. je vais pas me gêner. On s'émeut d'une menace qui n'en est pas une, parce que le terrorisme c'est une chose. Bon, il y a des anti-américains qui sont contre les États-Unis sur tel ou tel aspect, mais les mêmes Généralement, sur diront tous qu'ils les sont- aspects. Mais ça a toujours été comme Il y en a ça. Il y a très peu, toujours, il y en a très quand il se peu. passe quelque chose, il y a toujours, et particulièrement en France, pas vrai en Angleterre, parce que ce sont les cousins des Anglais, ils réagissent aussi vite, etc. Mais c'est toujours vrai en France, il y a toujours une partie des intellectuels, des gens comme ça, qui prennent position contre les États-Unis, et puis une autre partie qui prend position pour, alors ils s'engueulent, ils s'insultent, ça fait de la copie, ils sont contents, ils font un peu comme ça, vlou. D'ailleurs, c'est effrayant le nombre d'écrivains qui, depuis le 11 septembre, vous sortent leur roman en disant « c'était dedans ». Ils prétendent qu'ils ont tout prévu. Bon. Et puis après ça, il y a l'opinion change et ça se retourne. Depuis 15 jours, tous les gens qui disaient que les Américains étaient dans le bourbier, c'était le Vietnam, ils n'en sortiraient que dans 100 ans, c'était l'horreur. Tous ces types-là, maintenant, ils sont en battle dress et ils sifflent Stars and Stripes. Bon, ben, c'est la France, c'est comme ça tourne. Excellent. C'est pas très dangereux d'attaquer les États-Unis. Oui, c'est loin, puis de toute façon, ils vont pas nous envahir, donc on est La tranquille. tour Montparnasse, c'est Alors, pas Gérard, assez vous haut. n'attaquez jamais les États-Unis, vous qui aimez vous mettre en Nous, danger. nous, bizarrement. on a un peu marché sur des œufs après le 11 septembre. C'est-à-dire, on ne savait pas comment faire de l'humour avec ça. Non, parce que c'est vrai, ce que je vous dis, c'est pas,
on a été obligé de respecter au moins un temps de... Et puis, il y avait une trouille, même à la rédaction, de savoir comment, effectivement, les musulmans ou des fous d'enturbanés pouvaient réagir par rapport à ce qu'on disait. Alors, le premier truc qu'on a dit, vraiment, on a dit le festival du film de Kaboul a été annulé parce que les pellicules sont voilées. Donc on a commencé comme ça. Après on est reparti en disant que le tour cycliste aussi avait été annulé parce que les roues étaient voilées. Et ça tombait en même temps que la fête du Lieu-Mois, donc on a dit que le stand merguez allait être surveillé, plus particulièrement. Mais bon, on s'amuse comme ça. Mais c'est très très dur parce que Jean-Jacques Perroni, avec qui je travaille, a dit un truc très juste un jour. Il a dit il faut se méfier de toutes les religions, surtout celles où on ne boit pas. Et les blagues Ben Laden, est-ce que... Ben, on commence à en refaire. On commence à en faire Ouais. On l'a même appelé Benny le farceur un jour. Parce qu'on en voit apparaître sur mais ça, Internet, etc. C'est là que c'est faux. Et personne ne sait d'où ça vient. Tout le monde les raconte. Tout le monde les raconte. Mais tout le monde les raconte. De là à dire quelque chose le matin sur l'actualité brûlante, nous, on a essayé de détourner le truc. Par exemple, en disant, comme nous on a envoyé le porte-avions, on a envoyé un bateau-citerne, nous, dans la guerre. Donc on a fait Chirac qui disait, on est en plein dans la guerre, on a envoyé un bateau-citerne. Ensuite, on a dit, vous vous rendez compte, on est incapable de trouver Ivan Colonna dans le Baki quand vous voulez retrouver Ben Laden dans une grotte. Donc, c'est avec des choses comme ça qu'on arrive à faire marrer. Et puis, on est parti sur la guerre psychologique. Comment déloger Ben Laden? Alors, on dit, on va envoyer du saucisson. Et puis le Beaujolais nouveau, comme ça il va sortir, puis après on attaque la guerre psychologique, on dit cette fois on envoie Marc-Olivier Fogiel et Gérard Miller. Comme ça, on est sûr. Et là on dit il va se rendre, il va demander l'asile politique à George Bush. Mais on a attendu un moment avant de le faire. C'est-à-dire que tout de suite après le 11 septembre, c'est autour du 16 septembre, on se dit ouf. Oula. George W. Bush, vous pensez que ça peut devenir une grande star du comique? Une grande voix? Pas autant que Giscard. Pas autant que Giscard, oui. Je pense que... c'est Giscard votre... On l'avait appelé Giscard W. d'Estaing. Quand même, parce qu'il y a des choses dans la presse, comme on fait une revue de presse le matin, le jour où Jacques Chirac est allé aux États-Unis, où il est allé à New York, où il a survolé, il a dit ça a pleuré. Giscard, c'est vrai ça, comme quoi il y a des choses, on n'invente rien. Il était ambassadeur de l'Auvergne aux Galeries Lafayette ce jour-là. Et il a été visiter un stand où les gens font du cuir avec de la peau de poisson. Et c'est vrai. Giscard, c'est votre fonds de commerce, hein? Bah, mais tous les 2 jours, il est dans la presse avec un truc, président de l'Union européenne, il est toujours président d'un truc, parce qu'il adore qu'on l'appelle président, c'est le seul truc qui lui donne encore une érection, donc forcément... Il est tout le temps dans la presse, donc nous on est contents qu'il y ait des Giscard. Mais il paraît que c'est l'un des rares qui n'aime pas d'ailleurs vos blagues. Oui, il n'était pas ravi, oui. Il n'était pas ravi, oui. Comment ça se manifeste? Des lettres à l'anthrax? Non. Non, je sais qu'à l'époque, il avait appelé la direction d'une station de radio sur laquelle je travaillais. Mais là, comme c'est Radio Luxembourg, il ne doit pas avoir de prise là-dessus. Il n'a pas le téléphone. Il n'a pas le téléphone. Elisabeth Lévy, notre chroniqueuse. Je voudrais poser une question à Philippe Solers, puisque vous êtes, Philippe Solers, notre moderne emblématique, je crois, sur ce plateau. Et vous avez dit tout à l'heure qu'être réac, qu'on ne pouvait pas être réac et être un grand écrivain. Donc c'est pas bien d'être réac, je crois. Et je voudrais revenir sur ce que Maurice Dantec a évoqué, qui est l'idée de progrès. Seulement aujourd'hui, il n'y a rien de plus moderne et de progressiste, dans ce sens, disons, un peu dégradé à mon sens, que le capitalisme. Et on voit des marchands dialoguer avec des poètes. Et je crois dans le dernier ou dans l'avant-dernier numéro de l'Infini, Philippe Solers, vous dialoguez avec Jean-Marie Messier et vous dites tous les deux que vous voulez faire bouger le monde. On ne sait pas très bien vers où, enfin moi j'ai pas compris vers où, mais vous voulez faire bouger le monde. Vous êtes tous les deux des provocateurs et des rebelles. Il me semble qu'aujourd'hui, ce progrès capitaliste, c'est une révolution qui se déploie à l'échelle mondiale et c'est une révolution qui est d'abord très inégalitaire, qui est porteuse d'une immense régression sociale et aussi d'une régression culturelle. Je ne crois pas que vous seriez très heureux dans un monde où la culture se serait réduite à Vivendi. Et donc, en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'être progressiste, au sens des Lumières dont vous vous réclamez, est-ce qu'être de gauche aujourd'hui, c'est pas assumer un certain conservatisme au risque peut-être de se rapprocher de la France moisie? Est-ce que c'est pas être un peu réac que d'être de gauche aujourd'hui? Non, je ne comprends pas très bien votre question parce que, en somme, Monsieur Messier vit à New York, donc il
Et c'est un des rares Français qui se soit montré concurrent des Américains sur leur propre terrain. Donc je vois déjà là quelque chose qui m'intéresse. Et puis vous savez pourquoi j'ai fait en fait cet entretien? C'est parce qu'il est devenu propriétaire, Vivendi Universal, de la chose qui m'intéresse, c'est, et j'espère que nous allons y venir tout à l'heure, le circuit de la musique classique, c'est-à-dire tous les catalogues qui sont... Non mais bien sûr, ça fait que 6% sur la planète, vous savez. Non, on va venir à Mozart. On va venir à Mozart. En fait, D'accord, c'est mais sur le conservatisme. c'est quelqu'un qui a sous sa charge, sous sa responsabilité, Deutsche Grammophon, c'est-à-dire toute l'archive de la musique classique. Donc qui organise des concerts, etc., notamment avec cette femme de génie que j'adore, qui s'appelle Cécilia Bartoli, et pour laquelle il a organisé un concert à Auvers-sur-Oise avec une fondation, etc. Donc c'est un mécénat éclairé. Le problème de Vivendi, c'est pas la personnalité de métier, c'est un homme charmant et Solers a raison d'avoir un commerce avec lui, mais simplement c'est que la puissance de ces boîtes multimédia est maintenant énorme. Et donc ça crée des nouvelles féodalités dans la démocratie. C'est ça la question. La question que j'essaye d'aborder dans mon petit bouquin, c'est qu'on est dans une démocratie qui en théorie est dirigée par des gens que nous élisons, donc qui gouvernent en notre nom. En fait, ils ont de moins en moins de prise sur les choses. Et qui a des prises sur les choses? Ben, ce sont les féodalités dont je parle. Dont Messier est un des représentants, si vous voulez. Oui, mais c'est à cause d'eux qui n'ont pas pris sur les choses. Parce que vous le dites très bien d'ailleurs, à la fin de votre livre, ils ont une responsabilité. Vous faites une série de propositions et qui sont les hommes politiques ont une responsabilité. extrêmement amusantes. Par exemple, vous dites il faudrait virer tous les conseillers en communication. Oui, par exemple. Qui leur font faire beaucoup de bêtises. Et vous leur dites aussi, allez, faites un petit peu de philosophie, une petite retraite philosophique, ça vous fera du bien. Oui, parce que on est censé, vous dites ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu une lutte entre le pouvoir politique, il y a toujours une lutte entre le pouvoir politique et le pouvoir économique ou d'autres pouvoirs. Mais là c'est déséquilibré, parce que si vous prenez les prérogatives, on ne va pas les énumérer, mais tout le monde voit de quoi je parle, les prérogatives des gouvernements élus, il y en a de moins en moins. La monnaie c'est plus eux, l'économie c'est plus eux, les impôts ils peuvent plus bouger, le budget on ne peut pas trop y toucher, l'État on ne peut pas parce qu'il y a des féodalités sociales qui empêchent la réforme de l'État, et puis la justice elle est indépendante, l'Europe c'est autre chose, la Banque centrale elle décide de son côté, le pouvoir politique n'a plus rien, enfin pas plus rien, il a encore des choses heureusement, mais il a de moins en moins de choses. En France. Et donc on arrive, oui mais dans d'autres pays c'est un peu comme ça aussi. Ouais. Et on a de moins en moins, la démocratie classique si vous voulez, a de moins en moins de prise sur les décisions qui nous concernent, parce que notre vie elle est quand même faite de ces décisions-là, ben, ce sont d'autres gens qui les prennent, ce ne sont pas ceux qui sont élus pour ça. Et alors c'est en partie de leur faute, c'est vrai, mais c'est aussi de la faute d'un système socio-économique qui ne va pas dans la bonne direction. Et donc voilà l'affaire Messier, voilà d'où vient la... Donc il faut un peu se méfier, Messier est très gentil, mais il faut un peu s'en méfier. C'est ce que je dirais à Solers. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? C'est qu'on leur demande sans arrêt à ces gens-là d'intervenir sur tout, les médias en particulier. Messier, il donne son opinion sur absolument tout. La cuisine au beurre, la cuisine sans sel, l'invasion de l'Afghanistan. Et d'ailleurs, il le fait très très bien, parce qu'il sait très bien vendre. Mais enfin, cet homme, il est bon pour présider sa boîte, quoi, c'est tout. Oui, mais comme il s'occupe de musique, de littérature, de télévision, de films, de multimédia, et encore de 22 autres choses, et que sa boîte est énorme, comme d'autres boîtes du même genre, il n'est pas le seul. Il s'occupe de musique, mais il n'est pas compositeur. Il n'est pas compositeur. C'est lui qui décide pour les compositeurs. C'est pas Mozart. Moi, je trouve ça, je trouve ça un peu choquant parce que j'ai vu une photo, mais je ne sais pas si on en a parlé, mais j'ai vu une photo de Jean-Marie Messier qui était sur la scène de l'Olympia en train d'ouvrir le rideau. Or, la scène, pour moi, c'est quand même réservé aux artistes. Et c'est quand même quelqu'un qui s'est acheté l'Olympia. Moi, je fais l'Olympia dans un an. Et je dis, je vais faire la générale des Olympias chez Bruno Vivindix, quoi. Donc et c'est marrant parce que j'en parlais un mois. Oui, mais avant, Bruno Cocatrix, il était aussi sur la scène. C'est le propriétaire, il est sur la scène, non? Ouais, mais l'image de Messier, c'est pas quelqu'un de musical pour moi. Il y a quand même de la confusion des gens. Mais je me souviens parce que j'ai eu cette conversation avec le producteur d'Henri Salvador, puis je disais on a quand même de la chance dans les métiers du spectacle, on n'est pas racheté par Canal+, c'est-à-dire qu'on peut faire des spectacles sans avoir besoin de Canal+. Et le danger, ce serait que des gens comme ces gens-là rachètent les salles de spectacle pour qu'après on soit dépendant de ça. Et hop, un mois après, on apprend que la Générale des Eaux... Culture indépendante. Alors, Mocky, on ne vous a pas entendu. Ben, vous savez, c'est difficile après toutes ces brillantes... Alors, Jean-Pierre Mocky, l'Albatros, Solo, La Cité de l'Indicible Peur, Y a-t-il un Français dans la salle, L'Ibis Rouge, etc. Enfin, une quarantaine de films. Mauvais garçon, mauvais coucheur.
Bah écoutez, moi j'entends Messier, Alors- tout ça, il m'a jamais invité à déjeuner. À un moment donné, il était comme Giscard. Alors, il appel faisait à le producteur, déjeuner. appel à Jean-Marie Messier. Il faudrait qu'il appelle Jean-Pierre Mocky qui voudrait encore faire un film. Non, On va arranger ça, on se débrouille. C'est On a un le gars bras très maintenant. très long à Culture et Il a le Dépendance. pouvoir, moi, qui me donne quelque chose, un petit fond secret comme ça, ça m'arrangerait pour tourner des films. Bon, ceci dit, nous sommes ici on parle d'un livre à moi et j'ai deux éminents représentants du Figaro ici et je vais dire ce que je pense puisque je suis là pour ça. Ils n'ont pas parlé de mon livre. Ni Ah, l'un, ça va ni peut-être l'autre. venir, non? Non, le livre est sorti depuis un mois. Alors, j'en viens à cette conclusion, c'est que moi, je représente un certain pouvoir auprès de ce public que le peuple, en fait. Et quand je passe dans la rue, les gens me disent « Mocky, t'as raison de gueuler, etc. » Bon, c'est ça qu'ils me disent. Et je m'aperçois que ça ne plaît pas aux gens, puisque M. Messier ne me donne rien. Le Figaro ne parle pas de mon bouquin. Mais on n'a pas parlé de France Sophie, Soir. Eric. Ah non, mais Eric, vous avez été sont pas formidable obligés. dans le temps lorsque vous étiez à la semaine Et puis- de Paris. Mais maintenant que vous êtes... Ils ont mis beaucoup de temps à parler des nôtres aussi. Ah bon, ceci posé, je suis mon livre s'appelle Aime le Mocky, ça veut dire Aime le maudit, puisque Fritz Lang, que j'ai connu, trouvait que c'était son meilleur film, mais il n'était pas le seul. Donc j'ai pris ce titre-là et j'ai raconté la vie d'un aventurier que je suis, mais à travers tous ces gouvernements de droite, de gauche. Et ni la droite ni la gauche ne m'a aidé, finalement. Et je dirais même Ils que... n'étaient pas obligés. Mais ils n'étaient pas obligés, ils ont bien aidé des artistes au cours de leur long périple. Bon, alors, j'ai connu Mitterrand, j'ai connu Giscard d'Estaing, j'ai connu Maurice Torres même. Et il vous a pas aidé? C'est une phrase formidable. Robert m'a invité. était pas au pouvoir, fort heureusement. Non, mais oui, alors donc il y en a eu plein comme ça. Le seul que j'ai pas connu, c'est Le Pen. Je ne connais pas et je ne veux pas le connaître. Bon, ceci posé, je me retrouve tout seul à travers tous ces partis politiques, toutes ces discussions d'auteurs, qui d'ailleurs s'intéressent beaucoup au passé. Mais alors, Et moi, je m'intéresse à l'avenir et au présent. Voilà, c'est la différence. Alors, que vous êtes tout à fait dans ce débat, hein, puisque page 225 de votre autobiographie, vous écrivez « Je suis moraliste malgré moi, moral à morale, un vrai salaud, je l'estime parce qu'il ne se masque pas, les gens qui affichent ce qu'ils font sont respectables, un bandit à condition qu'il reconnaisse sa criminalité et l'assume ne me choque pas Ben, C'est vrai. très réac, c'est très cynique. Hein, comme, Non, mais un vrai bandit, c'est bien. Un faux bandit, un vrai bandit, mais qui n'en a pas l'air, c'est mal. Alors voilà, alors je suis peut-être réac, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, réac. Je vous dis tout de suite, je suis primaire peut-être, mais réac, comme disait quelqu'un tout à l'heure, réactionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut être contre des choses qui sont pas bien, qui par exemple, vous semblent pas bien. vous êtes réactionnaire contre la société des gens comme il faut, vous l'appelez. Hein, celle-là, vous lui reprochez de vous empêcher de faire des Mais où films. ils sont les gens comme il faut? Il y en a pas beaucoup. C'est ce que hein. vous appelez les Non, gens comme j'en il ai faut. jamais vu, moi, personnellement. Ils ont tous un défaut. Alors, comme il faut quoi? Comme il faut quoi? Bon, mais je veux dire... Bon, alors les enfants aussi, ça c'est pas terrible. Vous avez 17 enfants, très mauvais rapports mais avec vous eux. en avez combien, cher? Ah, j'en ai aussi. Non, oui, mais je veux j'en ai dire, on ne aussi. sait jamais, quand on baise, on ne sait jamais si on a un enfant ou si on n'en a pas. Vous Et- dites et une mieux, phrase voilà. épouvantable, j'aime le coït, pas l'enfant. Attention, non, j'aime pas l'enfant. parce que- C'est magnifique comme Si vous phrase. voulez, je veux dire, l'enfant, c'est quelque chose de formidable quand l'enfant est avec vous. C'est-à-dire, si vous collaborez avec lui dès son jeune âge, dès qu'il commence à pisser au lit, vous êtes avec lui, vous lui souriez. Mais quand vous avez un enfant réfractaire qui vous prend pour un con, etc., et qui à 15 Mais ans, ça, c'est la loi du genre. à 15 ans il vous lâche, et quand vous en avez 60, il vous fout dans un hospice, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et alors qu'est-ce que c'est qu'un enfant aujourd'hui, je veux dire, hein? On pouvait en avoir 17 ou 60, ça revient au même. Alors, vous dites aussi, j'ai appris dans Aime le Mocky, on apprend plein de choses. Bah oui, sur c'est fait vous, pour. sur la façon dont vous montez les films, dont vous les bâclez aussi, il faut bien le dire. Ah mais parfois. je les bâcle parce que j'ai pas le pognon de M. Vessier. Ouais. Si j'avais le pognon de M. Vessier, je les bâclerais pas, j'en ferais des trucs formidables. Titanic, ce serait vraiment, je ferais mieux que Titanic, qui est une connerie, comme vous avez pu le voir dans sa première partie. Mais ceci dit, moi je parle pas de mon bouquin parce qu'il se vend pas trop mal.
Ah, malgré que le Figaro n'en est pas. Mais on ne veut pas couler les ventres. Mais est-ce que le point dont vous faites partie en a parlé? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ou alors une notule de 3 Solers lignes. pourrait peut-être en parler dans le monde et Geoffrin dans le Nouvel Observateur, qu'est-ce qu'il attend? Laurent Gérard n'a rien fait sur RTL. L'Observateur en a parlé. On en a parlé, voilà. Voilà. Mais en fait, c'est le plus Moquille bel... de gauche. Voilà. Le plus bel article que j'ai lu, c'est dans le Soir. Alors, est-ce que c'est un journal réac? Non. Bon, j'en sais rien. c'est belge. Il y a un mec, il y a les Belges ne sont pas réac. qui passent pour des confinés. Ils ont parlé de mon bouquin sur 4 colonnes. Formidable, non? Et alors, quelque chose de juste. Ils ont dit pas de conneries, des choses justes. Moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre Mocky, et même les derniers, Vidange, parce qu'il tapait sur les ecclésiastiques, sur les pédophiles, sur le pouvoir politique. Donc ça a été, c'est un des seuls encore à... Qu'est-ce qu'il tape, hein, ouais. Ah ouais, non, ça me fait plaisir. Il voudrait même taper Messi. Non, ça fait plaisir. Je pourrais. Ça fait Non, mais plaisir. je veux dire, on peut taper sur n'importe qui, en fait. Et là, vous avez raté Pasqua, parce que j'étais au lycée avec lui, il redoublait toutes les classes. C'était un cancre extraordinaire. Et je me suis toujours demandé comment il était arrivé à ce poste. Et c'est là où on se demande si Vessier était un cancre ou pas. À l'école, parce que l'école, c'est l'école. Hein. Alors, en principe, on voit les qualités des gens à l'école. Philippe Solers, ça vous inspire beaucoup, Pasqua, non? Pasqua, oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il... Ben, c'est un personnage, hein, truand, enfin bon. Par exemple, non mais il faut savoir comment me parle. Bon, moi, le livre de Dantec, bon, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez dire au fond. C'est-à-dire vers quoi vous voulez nous acheminer. Et qu'est-ce que la France pour vous et la République? Je ne trouve aucune réponse, monsieur. D'ailleurs, vous n'êtes pas français vraiment. Non. Vous êtes là-bas au Canada. On sent que vous prenez des produits suspects. Et vraiment, il faudrait que vous commenciez par devenir plus modeste. Oui, et plus vous intéresser au sûrement. peuple, monsieur. Car c'est le peuple qui m'a élu. Et oui, on le sait. Oui, Maurice Dantec, qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que la France? Bah, la France était pas une mauvaise idée au départ, si vous voulez, quand on remonte au sacre de Clovis, par exemple. Mais bon, disons peut-être que c'est une idée qui s'est perdue en route. Il y a le sacre de Messier maintenant. Voilà. Philippe Solers, vous nous parlez de Mozart qui est mort très jeune, à 35 ans, Et 10 mois. 10 mois et Quelques jours. 8 semaines. Ah, c'est bien ça? C'est ça. Alors, c'est extraordinaire d'ailleurs cette fin de Mozart. C'est un très grand moment parce qu'il a le requiem sur les couvertures qui n'est pas achevé. Hein. Il donne les dernières indications. Hein, et puis il y a sa belle-sœur qui est là et qui l'entend au moment où il va mourir. Elle entend sur sa bouche quelque Comme si chose vous qui voulez faire un bruit de ressemble timbale, voilà. les bruits de timbales du requiem. C'est ça. Ouais. C'est une mort qui a fait beaucoup jaser, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que ça, vous savez, il y a eu une pièce célèbre de Pouchkine qui montre que Salieri empoisonne Mozart par jalousie, et ensuite ça a été repris par Forman dans son film Amadeus, où l'on voit que Salieri guette Mozart et veut absolument l'assassiner. On n'a absolument aucune preuve de ça, on ne sait pas du tout de quoi exactement il est mort. Lui a eu la sensation, en effet, qu'on l'avait empoisonné, ce qui donne à sa vie un aspect romanesque, mais il y en a bien d'autres, hein. C'est un roman énorme. Et ce requiem, en effet, est inachevé. C'est un morceau de musique absolument extraordinaire qui s'interrompt, comme si, au fond, ça devait se perpétuer dans la mort. Voilà. Donc un enterrement de 3e classe. Hein. Oui, là aussi beaucoup de légendes, pas de fausse commune, comme on l'a dit, mais une fausse communautaire. Un temps doux, brouillard, aux alentours de Vienne. Je suis allé voir ce cimetière qui d'ailleurs s'appelle Saint-Marx, ce qui est assez curieux, puisqu'il y a eu un saint qui s'appelle Marx, et Mozart est quelque part, sous l'herbe, on ne sait pas exactement où, puis c'était une fosse communautaire, tout ça a été bouleversé, et donc il est enterré au cimetière Saint-Marx, aux alentours de Vienne, d'ailleurs personne n'a suivi le convoi, etc. Donc ce génie était, sur la fin de ses jours, quelqu'un qui était dans la misère pratiquement, qui était obligé d'emprunter de l'argent, probablement pour des questions de dette de jeu, parce qu'il devait jouer beaucoup, passionné par les nombres, par les mathématiques, par le jeu, il avait un billard chez lui, donc la composition incessante. Et tout ça est très mystérieux parce qu'on se demande comment, avec les besoins qu'il avait vraiment très brûlants, comment il a pu écrire en aussi peu de temps autant de chefs-d'œuvre, d'ailleurs très gais, très affirmatifs. Et bon, voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans le passé, mais qui est là. Parce qu'une voix en lui disait qu'il allait mourir. D'ailleurs, vous êtes fasciné par quelqu'un d'autre qui lui ressemble à certains égards, c'est Rimbaud.
je trouve qu'il y a une correspondance étrange entre, il y a 1791 mort de Mozart, 1891 mort de Rimbaud, et alors là, j'essaye de montrer comment le 19e siècle a essayé d'étouffer cette prodigieuse montée de liberté que Mozart incarne, et comment la musique, en effet, c'est recroquevillé, rétréci, etc. On va vers Wagner, etc. Rimbaud se tait et va ailleurs. Peut-être que 1991 est une autre date importante, hein, la chute de l'Empire soviétique, enfin, qui était arrivé à incarner toute cette pétrification occidentale. Alors, Philippe Solers, avec ce mystérieux Mozart, votre livre, là, vous avez tout à fait votre place dans notre débat, parce que vous prenez avec force le parti de Mozart. Oui, par exemple, je veux dire cette phrase: la grande musique et l'extrême lucidité passionnée sont évidemment à l'opposé de la communication incessante, du bruit techno et de la drogue. Vous êtes devenu très réel, qu'est-ce qui vous arrive? Non, pas du tout, je constate ça. Non, je continue après, si vous voulez. Non, on peut très bien. C'est pas 61. Allez-y. Mais cette opposition elle-même est révélatrice. Le corps humain a besoin depuis toujours de se précipiter sur l'information, le bruit qui court, la rumeur, le potin, le scandale. Et si cela ne suffit pas, d'aller jusqu'à la manifestation violente ou le tintamarre assourdissant sur fond de speed, etc. Je crois que c'est l'état dans lequel se trouve le corps humain aujourd'hui, c'est-à-dire de plus en plus scotché à l'image et s'assourdissant. C'est-à-dire la perte d'oreille, la perte de sens, et donc même la capacité de lecture, le fait que les mots n'arrivent plus. C'est pour ça que la musique et la poésie m'intéressent de plus en plus, et les musiciens de plus en plus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le corps humain a tendance à se rétrécir et à être évacué, indéfiniment remplaçable, jetable et remplacé par d'autres et n'importe qui. Donc là, je crois qu'il se passe quelque chose, en effet, dans notre mutation planétaire. Mais ça n'empêche pas que Mozart, donc Rimbaud, donc le latin, donc le grec. Oui, bien sûr, le grec, plus personne ne sait à peu près de quoi c'est fait. Les études grecques sont dans un état absolument lamentable. Tout le monde devrait le savoir. Le latin, c'est pareil, oui. Donc un homme sans passé, sans mémoire, sans bibliothèque, sans... Que veut un tyran? Un esclave comme ça, un abruti. Lire, apprendre à lire, savoir écouter, tout ça, ça permet des comparaisons, ça donne de l'esprit critique. Et comme disait Voltaire, évidemment, c'est tout à fait nécessaire si l'on veut être libre. Beaucoup de gens ne lisant plus que des yeux, et encore plus maintenant. On va fabriquer de plus en plus le corps humain, nous sommes d'accord, on va le fabriquer. Donc il n'y aura plus de questions. Oui, dans Dantec, on va le fabriquer et on va l'évacuer lorsqu'il aura servi, pour ce qu'il aura servi, c'est-à-dire comme un produit parmi d'autres. Là-dessus, on met un peu de Mozart, et tout de suite, tout change, et on est dans la vérité. Il me semble. Du moins, c'est ce que j'essaye de dire. Oui. L'homme est mort, dit Dantec. C'est pas moi qui le dis. Et sa destinée manifeste est de quitter la biosphère d'origine. Oui, ça c'est mon côté peut-être enfant d'Apollo, je le nie pas. Moi, par exemple, pour reprendre, excusez-moi Laurent, mais j'ai pas du tout de, comment dirais-je, de réticence par rapport au progrès technologique en soi. Même à la limite, la fin de l'humanité telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire effectivement le corps remplaçable, le clonage, le décryptage du génome, si vous voulez, ça me fascine autant que ça m'effraie. Mais en même temps, je sais très bien, il me semble que c'est... le processus de minisation passe par là, avec toutes les catastrophes que ça peut impliquer. Moi, j'essaye de voir qu'est-ce que la technique nous fait, qu'est-ce que nous lui faisons. Donc c'est ce que dit Solers là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord, vous avez tout à fait raison de souligner des dangers de la technique et de la modernité sans âme, ou de la modernité sans réflexion. Mais la solution, est-ce que c'est de se gendarmer et de dire non, il faut tout arrêter, ou bien d'essayer de faire dépasser et de faire surplomber ces processus par des discussions collectives, Parce que vous dites, on va créer des corps humains. C'est pas encore fait, parce qu'il faudra d'abord qu'il y ait des lois qui l'autorisent. Et deuxièmement, il y a des comités qui réfléchissent et qui vont produire de la norme. Ce qui compte, c'est que la norme en question ne soit pas produite par les savants ou par les marchands, qu'elle soit produite par des gens qui soient désignés comme tels. Et dire que c'est un processus irrésistible et qu'on n'y peut rien, ça c'est franchement, oui, ça c'est tout à fait exceptionnel. J'ai pas dit ça. Hein. On y peut quelque chose, on peut l'empêcher, on peut l'orienter. Est-ce que ce genre de débat, on ne l'a pas régulièrement comme ça dans la société française depuis un temps infini? Chateaubriand déjà ronchonnait comme Job sur son tas de
de fumier, en disant que les gens écrivaient plus, qu'ils n'avaient plus d'oreilles, qu'ils n'avaient plus de goût, qu'ils s'habillaient mal, que l'art de la conversation avait disparu. Sénèque a commencé déjà, il y a très très longtemps. Oui, Bon, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr. Mais il y a eu comme ça aussi au 19e Le problème siècle. n'est pas de savoir si on se Vers répète, 1850, je répète la vérité. Vers 1850, il y a eu un grand mouvement Mais comme oui, ça, mais où on est revenu. Puis après ça, vers 1920, le retour à la terre, le retour aux tourelles, l'éternel retour, etc. Non, Bon, il y a pas de là, retour, depuis un petit moment, on est dans une phase en France de macération. C'est un peu comme si on avait perdu la guerre, on est à Vichy, et on revient à l'esprit de sacrifice. On dénonce l'esprit de jouissance. On se met, il y a Chevènement qui est là, qui est une sorte de maréchal, qui regroupe tous ceux qui veulent reconstruire le pays. On parle de réarmement moral, de repli sur nous-mêmes, de choses comme ça. Je dis J'ai bien pas- fait de partir. on a ce sentiment quand même qu'on est dans une phase proprement, véritablement de réactionnaire au sens où Au sens où on ne porte pas Mozart en avant, d'accord. Voilà. Mais Mozart, par exemple, ce que disait Philippe est assez juste, et même très juste, parce que quand Mozart, par exemple, les Noces de Figaro, eh ben, c'est pas la première représentation, ça ne plaît absolument pas là où ça doit être joué. Après ça va à Prague et là ça a du succès. Et on peut considérer que, un peu comme le Figaro de Beaumarchais, eh ben, c'est un coup de symbole dans la société et que ça annonce ce qui va arriver après. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette phase-là. Nous sommes dans une phase où, en France, le discours officiel, le discours général, c'est pensons à ce que nous sommes, réfléchissons, revenons sur nous-mêmes. Les intellectuels se sont beaucoup trompés. Voilà. Non, Une petite macération. Éric Neuf. Il y a une chose qui me frappe, une chose assez amusante que vous avez peut-être remarqué, c'est la première fois que le terme réac est en train de devenir un compliment en ce moment. Alors, Laurent Gérard, il y a une question que j'ai toujours eu envie de vous poser, c'est qui avez-vous le plus de mal à imiter? C'est Chevènement. Jospin. À Chevènement, vous allez vous y mettre? ouais. Mitterrand. Oui, c'est pour ça que c'est dur, parce qu'on tombe toujours dans Mitterrand. Alors ça donne quoi? Il y a un Vous pouvez mimétisme. essayer là? Non, j'y arrive pas. C'est vrai J'y arrive pas. Il a une accent un peu comme ça, très. Il parle très doucement. Mais c'est vrai qu'il est très proche de Mitterrand, Chevènement. Il faudrait que je trouve un angle. Jospin, j'ai trouvé un angle, je trouvais qu'il parlait comme mes profs. C'est pour ça qu'il m'énervait. Il parle de façon très hachée. Voilà, c'est ça. Les farines animales sont. Puis après, et on dort, là, généralement. On a trouvé un angle pour Jospin, c'est pour l'endormir, sa femme lui lit les grands philosophes. Alors ce matin, c'était Hegel. Donc ça, c'était un angle à trouver avec lui. On l'imagine chez lui, devant Les des pères de brocolis à la l'Église. vapeur. Les pères de l'Église. Tertullien. Oui, Mettez-vous à Tertullien. Oui, c'est ça, Gérard, vous pouvez Tertullien. pas On savoir. imagine le Premier ministre qui a passé une journée à avoir 372 coups de téléphone, qui a assailli de trucs, il y a plein d'emmerdeurs, de décisions. Il rentre chez lui vers, je sais pas, 11h20, et sa femme lui dit assieds-toi, tu as un yaourt, et maintenant les pères de l'Église. C'est merveilleux, c'est ça les formidable. Mais c'est ça les formidable. rôtistes. Vous savez, quand on a appris ça, on avait fait un jour avant un truc là-dessus, comme quoi il rentrait chez lui boire un Perrier tranche et manger un brocoli à la vapeur, et que sa femme lui lisait les grands philosophes. Alors, je me souviens plus lequel c'était, parce qu'on a repris nos grands bouquins de philosophie. Je sais que ce matin c'était Hegel, mais il a sorti les pères tertulliens. Ça m'a fait rire. Oui, c'est le type qui rentre chez lui, qui vous goûter de champagne, qui se fait une petite douceur, et Oh, qui je dit me ah, sens les bien, femmes, Père elles chantent. Tertullien. Voilà, c'est ça. Bon, on va lire là un petit extrait de L'éloge de l'infini de Philippe Solers. Elle était là, elle est toujours là, on la sent peu à peu remonter en surface. La France moisie est de retour. Elle vient de loin, elle n'a rien compris, n'a rien appris. Son obstination résiste à toutes les leçons de l'histoire. Elle est assise une fois pour toutes dans ses préjugés viscéraux. Elle a son corps, ses mots de passe, ses habitudes, ses réflexes. Elle parle bas dans les salons, les ministères, les commissariats, les usines, à la campagne comme dans les bureaux. Alors, elle est vraiment là alors? C'est beau, hein? Elle est là, ouais. On dirait Mozart. Le silence qui suit, c'est encore Mais oui, du elle est Solers. là. Elle est là, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure. Voilà, en effet, on sent très bien qu'il y a un problème. Alors bon, voilà. Racornissement, repli, inquiétude identitaire, je sais pas, l'euro nous menace, les Français sont vous entendez ça tous les jours, la droite et la gauche est dépassée, donc il faut faire un gouvernement d'union nationale, un rassemblement républicain national, un rassemblement national républicain, un national républicanisme. Voilà, c'est ça, l'hexagone, voilà. Mais l'euro, la propagande gouvernementale, on prend les Français pour des débiles profonds. Cette façon de dire, les vieux ne s'en sortiront pas. On traite, il y a combien de vieux en France, je ne sais pas, Un on paquet. traite des millions de gens de crétins finis. On leur donne des sachets avec des euros en ce moment, ils ont droit à 150 francs d'euros, et puis il y a des énormes trucs bien ronds, comme pour les petits-enfants. Ça les occupe. C'est complètement débile. Oui, la gauche et la droite, c'est fini. Ça, c'est Maurice Dantec. À partir du moment où tout le monde, en fait, on parle de la pensée unique, et moi je me rends compte que la pensée unique est extrêmement partagée dans ce pays, on va dire. Ça va grosso
grosso modo de Le Pen à Krivine, si vous voulez. Donc voilà, quoi. Moi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai quitté cet État-nation. Qui pour moi effectivement ne peut plus assurer la démocratie telle que moi je l'entends. Donc effectivement, droite-gauche, bon si vous voulez, Pasqua, Chevènement, moi je me rappelle avoir vu... Oui, la un vérité, la voici. Il est désormais impossible de penser, de sentir, d'agir selon les modèles dont nous avons hérité, se dire de gauche ou de droite, pour le progrès ou la conservation, privilégiant la raison ou l'émotion, n'a strictement plus aucun sens. Ça, Oui, c'est dans Maurice c'est Dantec. mon opinion, hein, excusez-moi encore. Il y a 30 ans, la gauche voulait remplacer le système, disait-elle, remplacer le système capitaliste par un autre. Par quoi? Aujourd'hui, elle par le socialisme. Comme ça. Et puis ça n'a pas marché, et donc la gauche a changé d'avis. Elle remplace les vieilles voitures par des neuves. Elle remplace les Trabants par Voilà. des- Je peux terminer ma phrase. Elle estime qu'il y a une autre modalité du même système. Bon, alors, évidemment, c'est beaucoup plus étroit qu'avant, c'est vrai. Mais ce qui est étroit n'est pas inexistant. Et on le sent bien dans le débat public. Si vous prenez un certain nombre de réformes, ben, les gens vont se répartir de chaque côté, droite et gauche. Vous prenez les 35 heures, vous prenez des choses les plus banales du monde. Mais Parité. la parité, ça existe toujours. Alors après, il y a des gens de gauche qui sont parfois d'accord avec des gens de droite sur certains points et sur d'autres. Mais ce sont des grandes familles qui ont beaucoup moins de virulence qu'auparavant. Parce qu'avant, évidemment, la victoire de l'autre était considérée comme une catastrophe absolue, comme une espèce de guerre civile. Alors, on n'est plus du tout là. Fort heureusement, vous parliez d'une dialectique mortifère de droite et de gauche. Mais alors, à ce moment, on ne peut pas non plus se gendarmer devant la pensée unique. Il faut choisir. Et donc, moi, je pense que ces familles-là continuent d'exister sur un mode mineur, mais ça continue d'exister. Et Jean-Pierre Vous Mocky verrez à la dans tout prochaine ça. présidentielle, Et Jean-Pierre ça va Mocky dans tout ça. Alors, il est de droite ou il est de gauche? Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Rien. Mais je n'ai Ben rien non, à ce qu'on dire. veut savoir, Tout ça, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous Voilà, voulez? voilà le grand On est Mocky. dans la Allez, merde. on Rien écoute. comparé. Allez, c'est bon là, c'est bon. Allez, Oui, silence. Écoute, alors, Moi, je écoutons. suis dans la merde, je ne sais pas si vous êtes dans la merde. Moi, je suis dans la merde. Alors, j'estime que ce soit de droite ou de gauche, ben, c'est pareil, hein. Je suis dans la merde. Donc, lui, il n'est pas dans la merde. Lui, je ne sais pas, il est là-bas au Canada. m'en sors, Monsieur Guenov, ben vous, ça va, quoi. Ça va pas trop mal. Bon. Et Laurent Gérard, il fait rigoler la France. Il est pas Mais dans la oui, merde. mais il fait rire et c'est un des rares qui le fait. Mais vous savez, dans le temps, il y avait Pierre Dac et Francis Blanche que j'ai connus et que vous avez connus. Maintenant, on remet à la mode signé Furax. Donc ça veut dire qu'on a un besoin de retrouver les choses d'avant. Et puis les vieux films, est-ce qu'ils ont beaucoup de succès, les vieux films? Ben, quand on voit les nouveaux, oui, c'est normal. Ben oui, quand on voit les nouveaux. À part les miens. Non mais, Mais on passe nos vieux films tout le temps. mais voilà, c'est ça, parce que je suis très vieux. Alors, Laurent Gérard, vous qui tapez sur tout le monde, c'est plus drôle de faire rire sur la droite ou sur la gauche? Je trouve que c'est très bien. Ce qu'on disait, c'est pour ça que j'avais envie de réagir. Ce qu'on disait, parce que moi je comprends que j'aime beaucoup le Québec qui soit parti, mais je trouve que c'est bien en France qu'on ait justement tous ces débats d'idées parce que ça permet, ça nous donne une matière incroyable, ça permet de râler. Le français est râleur, il est délateur, il aime bien qu'on dise du mal à sa place. Donc moi je suis ravi. Au milieu de tout ça, non, ça fait marrer de taper sur la gauche aussi, taper sur la gauche. On tape sur le gouvernement qui est en place, on tape sur les institutions qui sont en place, et puis sur celles qui vont peut-être venir. Enfin, mais c'est vrai que en ce moment, on peut taper sur Jospin, on peut aussi taper sur Chirac, comme il y a une cohabitation, donc c'est bien, on peut taper sur les deux. Mais vous n'avez pas l'impression parfois d'avoir été trop violent, d'en avoir trop fait? Par exemple, je pense que certains sketchs contre Mitterrand, sur Mitterrand. Non, Non? non, ça Non, vous êtes toujours prêt à remettre une couche? Oui, mais ça fait rire. Vous savez, la seule. Vous pensez qu'il n'y a pas de limite? Vous allez La toujours. seule limite, c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas dire, mais quand c'est vrai que ça fait parfois, même dans la salle, quand je parle de Mitterrand, en disant que Jack Lang, en hommage à François Mitterrand, depuis la mort de François Mitterrand, il porte que des chemises Vichy. Et quand même, le jour où Jack Lang est venu me voir à l'Olympia, il avait une chemise Vichy. Ben, vous voyez, j'ai raison. Non, pourquoi? Mais ça fait toujours rire de le ressortir du saloir, Mitterrand. En revanche, je lance un appel, j'aimerais qu'ils soient un peu plus charismatiques, qu'ils aient des voix un peu plus, les nouveaux, qui soient un peu plus rentre dedans. On a un peu une Comme crise. les acteurs. C'est sûr Oui, qu'un- c'est ça. Un sketch sur Bayrou. Ils n'ont plus la Sketch pêche sur qu'avaient Bayrou. les On autres. faire marrer avec Bayrou, à part dire qu'il est dans son autocar, c'est pas. C'est vrai que Et il est toujours dans son autocar. je sais pas. Toujours. Il l'avait appelé quand même Air Force One. Depuis le 11 septembre, il est emmerdé. lui. Non, c'est vrai, ils ont pas le. C'est vrai qu'un Giscard, Pasqua, je sais pas, Marchais à l'époque, même Mitterrand, c'était des gens qui. C'était un bonheur de les imiter. Il y a Lang encore, puisque tant qu'il y aura des caméras, il y aura Lang. Donc, donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir encore des personnages comme ça. C'est-à-dire que même s'il est plus ministre, il sera encore là, il aura toujours de l'argent à dépenser.
Il y aura toujours un théâtre à faire, un machin, une manifestation. Donc, ça, c'est bien. Ah, il y a Seguin quand même. Ah oui, il y a Seguin, oui. Il a une drôle de Ce gars, on gueule. y a droit. Il a une Il vient gueule de régulièrement cinéma. faire Ah oui, des il aime bien. conférences sur l'État-nation à l'université, je crois, de Montréal. Vous nous envoyez Céline Dion, on peut vous Oui, envoyer tout Seguin. à fait. Non, là-dessus, je reconnais que c'est carrément le libre-échange, là, c'est clair. Donc oui, effectivement, on a droit à toutes ces odes à l'État-nation régulièrement au Québec. Et bon, bah voilà, quoi. Excusez-moi, Laurent, l'État-nation, c'est fini. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs. Mais Culture et Dépendance n'est pas terminé. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie avec